En fait, les gens qui ont cru à la fin de l'histoire, c'est les Européens. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition des grands entretiens d'Anne Rosencher. Anne Rosencher, c'est moi. Et tous les 15 jours, j'interroge pour vous une personne pertinente sur un sujet en particulier. Nous sommes à un point de bascule d'une époque qui a duré un demi-siècle tout de même, c'est pas rien. Parce que vous avez d'un côté le retour du politique, qui prend un visage spectaculaire avec le président des États-Unis, qui est un personnage qu'on n'attendait pas sur la scène, oui. Mais qui en fait, je crois, traduit dans un mode excentrique quelque chose de très profond, qui est le réveil américain face à un système mondial qu'il pensait contrôler et qui leur échappe. Aujourd'hui, je reçois le philosophe et historien Marcel Gauchet, un intellectuel, un vrai, mais d'une grande clarté et d'une grande sincérité. Il fait paraître chez Albin Michel un livre sur comment pensent les démocraties. Avec lui, nous allons disséquer les ressorts cachés de ce qui fait l'époque actuelle. Comment expliquer le succès des populismes? Que représentent encore les notions de gauche et de droite? Qu'est-ce que la dépolitisation? Pour répondre à ces questions, Marcel Gauchet est avec nous, avec vous, dans la rédaction de l'Express. Installez-vous, ça commence. Bonjour Marcel Gauchet. Bonjour Anne. Pour commencer, peut-être levons un malentendu. L'époque dans laquelle nous vivons, vous la décrivez comme une époque à dominante néolibérale. Alors, le terme, d'abord, est un peu impressionnant, ensuite est un peu attrape-tout, et enfin, on l'utilise rarement de façon positive, on va dire. Alors, avant tout et pour commencer, dites-nous qu'est-ce que c'est néolibéral? Oui, en effet, c'est un mot piège, puisque c'est essentiellement une injure politique, c'est donc, mais qui néanmoins renvoie à un véritable contenu. Je vais prendre un exemple très simple pour faire comprendre le changement de cap qu'a représenté cette arrivée du néolibéralisme depuis une cinquantaine d'années. Les idées sont les mêmes que le libéralisme classique. Mais le libéralisme classique avait une sorte de présupposé naturel qui était que l'activité économique, qui devait être libre, faite de contrats et de marchés, s'inscrivait à l'intérieur d'un espace politique qui était celui de l'État-nation. Donc, après, venait un débat politique sur le degré d'intervention de l'État par rapport à la liberté des entreprises et des acteurs privés en général. Nous avons complètement changé de cap, alors que les idées sont les mêmes. Les idées sont les mêmes et le contexte est tout à fait différent. Nous sommes dans l'ère de la mondialisation, et la mondialisation, ça veut dire, en tendance, l'extraction du marché économique des espaces politiques. L'économie est au-delà des États-nations qui gardent une certaine prise sur elle, mais nous avons le marché global et l'impossibilité, dans une très grande mesure, des États d'intervenir sur le processus économique. Est-ce que on n'assiste pas à la fin, finalement, de la période telle que vous la décrivez dans votre livre, de la période néolibérale où règne à la fois le marché et le multiculturalisme, on va dire, parce qu'on voit aujourd'hui un mouvement de recul total par rapport à cela, à la fois en termes de géopolitique et même des traités internationaux économiques. Est-ce que ce n'est pas la fin, justement, de cette époque? Probablement. Nous sommes à un point de bascule d'une époque qui a duré un demi-siècle tout de même, c'est pas rien. Parce que vous avez d'un côté le retour du politique, qui prend un visage spectaculaire avec le président des États-Unis, qui est un personnage qu'on n'attendait pas sur la scène, mais qui en fait, je crois, traduit dans un mode excentrique quelque chose de très profond, qui est le réveil américain face à un système mondial qu'il pensait contrôler
et qui leur échappent. Et donc ils réagissent. Parce que les États-Unis, c'est le pays de la réaction. Souvent lente à venir, mais de très grande ampleur. Et il se trouve que c'est un personnage... C'est leur take back control à eux. Oui, voilà. Je crois que les États-Unis réagissent à la découverte d'un monde mondialisé qui pensait dominer et qui, en fait, leur échappe largement. Et donc, de retour de la doctrine Monroe, on va chasser les intrus de l'espace américain, nord-sud, et politique de confrontation avec tout ce qui essaye de bouger en dehors de leur conception du monde. Hein. Les États-Unis ont cessé d'être un modèle. Et ça, on ne se rend pas compte. Depuis 1945, il y a un modèle mondial que tout le monde regarde avec fascination en l'appliquant à sa manière, qui est le modèle américain. C'est fini. Il est clair que ce qu'on appelle le Sud global n'est pas fasciné par ce modèle, sinon par certains de ses aspects, l'aspect mercantile, l'aspect droit de l'argent, oui. Mais c'est pas un modèle civilisationnel, en dépit du soft power américain. Et les États-Unis réagissent sur le plan qui leur est le plus accessible et où ils ont une primauté indiscutée, qui est le plan stratégique, militaro-diplomatique, où ils sont effectivement toujours la puissance dominante. Donc, il y a une situation assez normale. Et par ailleurs, ce qu'on voit justement, et c'est frappant dans le Sud global, c'est un autre phénomène qui touche aussi nos sociétés, qui est une partie du populisme, qui est le retour des identités culturelles et historiques. Hein, on s'aperçoit qu'on a affaire à une planète qui ne va pas vers l'homogénéisation, mais où, au contraire, des cultures fortement constituées manifestent le désir de rester ce qu'elles sont. Et c'est vrai des Européens, comme c'est vrai des Africains, comme c'est vrai des Asiatiques. Donc là, on entre dans une logique où le collectif retrouve ses droits. D'une manière qui n'est pas forcément la souveraineté populaire telle qu'elle était assurée dans nos gouvernements classiques majoritaires, mais qui retrouve une expression à l'échelle globale à laquelle les décennies qui suivent vont devoir donner une forme. Mais dans ce nouveau monde, l'Europe n'a pas un avantage. L'Europe politique, j'entends, parce que elle était quand même presque le modèle parangon de ce multilatéralisme et de ce monde de traités, on va dire. L'Europe s'est construite sur l'idée, en fait, que le néolibéralisme, au sens vrai du mot, c'est-à-dire sur le plan économique et sur le plan politique, était la fin de l'histoire. En fait, les gens qui ont cru à la fin de l'histoire, c'est les Européens. Et du coup, ce modèle, cette construction européenne est mise en défaut complet par rapport à l'état du monde qui est en train de se dessiner. Et c'est le grand problème européen d'aujourd'hui. Et on peut imaginer un sursaut ? Qui peut le dire. Oui. Alors, sauf que ce sursaut va buter, il sera dans les peuples. Il ne sera pas dans la bureaucratie de Bruxelles. Donc, on va se trouver devant une discordance entre une structure institutionnelle devenue extrêmement puissante, extrêmement prégnante aussi dans la vie des sociétés européennes, et des aspirations collectives qui vont ailleurs, et un état du monde extérieur qui va nous dicter sa loi. Parce que le grand problème européen d'aujourd'hui, c'est presque une banalité de le dire, c'est le désarmement, mais pas au sens simplement de l'absence d'armée, qui existe mais qui déjà. est une réalité importante, mais il y a plus profond, c'est l'état d'esprit. Nous étions formés à l'idée de la paix universelle et définitive, et nous découvrons un monde qui ne nous ressemble pas du tout et qui, lui, vit sur une autre longueur d'onde à laquelle il va falloir s'adapter. Donc je pense que le réveil européen est un traumatisme, en fait. Nous avons affaire à un traumatisme européen dans la découverte qui se fait lentement, mais qui est obligatoire à l'échelle de l'actualité de tous les jours. Quelle place pour nous dans un monde qui va à l'encontre de ce que nous sommes ? Voilà la question des Européens d'aujourd'hui, et on ne peut pas dire à ce stade qu'ils soient armés pour y répondre, mais l'histoire est ouverte.
une des caractéristiques de l'époque actuelle, telle que vous la décrivez, c'est d'avoir donné tous les pouvoirs au droit. Alors, d'abord, en quoi ? Et ensuite, beaucoup vous diront, mais où est le problème ? Car pour certains, les droits individuels, l'état de droit, se confondent avec la démocratie. En un sens, c'est vrai. Évidemment que la démocratie, c'est le règne du droit, mais de quel droit parle-t-on ? Il y a un droit technique que nous pratiquons tous les jours, d'une manière ou d'une autre. Quand nous achetons un téléphone, on signe un contrat. Bon, il y a un droit des notaires, il y a un droit des avocats, il y a un droit des juges. Et puis, il y a derrière un droit très différent, qui est ce qui donne sa légitimité à ce droit pratique. Ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est une innovation récente, les droits fondamentaux des individus, les droits de l'homme. Parce qu'on parle, le droit de l'homme est une expression historique, mais qui est remplacée aujourd'hui par cette idée des droits fondamentaux des individus, c'est-à-dire le droit de la légitimité. Et c'est la vraie révolution de notre époque. Les droits de l'homme sont devenus des droits, comme on dit en jargon théorique, positifs. C'est-à-dire, ils ne sont pas faits simplement pour servir de décorum ou d'inspiration générale, mais pour devenir des droits qui fonctionnent effectivement. Comment on le voit ça ? Comment vous le voyez, cette bascule historique ? Alors, ça s'est fait lentement, ça s'est fait sur quelques décennies. Et c'est devenu, justement, ça se traduit au mieux dans l'idée de la hiérarchie des normes. Vous avez le droit qui est celui des lois, tout simplement, voté par les parlements. National. Vous avez la Constitution qui est au-dessus de ce que les parlements peuvent faire et qui permet de juger qui transgresse la Constitution. Et derrière les constitutions, vous avez une norme suprême qui s'appelle les droits fondamentaux des individus et qui, en Europe, a sa traduction institutionnelle dans l'existence d'une Cour des droits de l'homme, justement, et qui est l'ultime arbitre de la légalité. Au fond, on peut ça met le résultat, parce que c'est le plus important, c'est de mettre en fait les droits individuels non seulement à la base, ce qu'ils étaient déjà, c'est le droit de vote, tout simplement. Bien sûr. Chaque individu a un droit égal à participer à la décision collective en matière de désignation des représentants. Ça, c'est la banalité. Mais au-delà de ça, toute décision collective peut être jugée au nom du point de savoir si elle transgresse les droits de telle ou telle personne. Donc en fait, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a eu un déséquilibre entre le droit individuel et, on va dire, la souveraineté ou l'intérêt des peuples. Alors la souveraineté a très mauvaise presse dans ce contexte, puisque par définition, elle est une agrégation collective, selon le principe majoritaire, qui peut heurter le droit des composantes individuelles de la minorité. Et c'est d'ailleurs, vous savez, c'est une tâche aujourd'hui redoutable que de faire de l'instruction civique aux jeunes générations, parce que précisément ce principe a été tellement intégré que l'une des objections banales qui viennent aux enfants, c'est aux jeunes adultes, ça peut aller jusque-là, c'est que nul n'est censé ignorer la loi, c'est connu, mais on me parle de l'autorité de la loi, mais moi, on ne m'a pas demandé mon avis. J'y ai droit. C'est devenu une sorte de référent nouveau de la vie publique par rapport auquel tous de vous doit s'incliner. Et ça a des effets gigantesques, mais à bas bruit. C'est pas quelque chose qui est revendiqué spécialement par un parti ou par l'autre. C'est une ambiance sociale, c'est une ambiance collective qui se traduit, par la relativisation des espaces politiques, parce que ces droits sont universels. Oui, donc les petits débats intérieurs nationaux... Voilà. Et c'est ce qui rend, par exemple, la question de l'immigration si contentieuse dans nos sociétés. Si les droits sont universels, il y a un droit théorique,
de libre installation sur la planète. Là où vous avez le sentiment que votre sort sera meilleur, vous pouvez aller. Au nom de quoi s'opposer à ça ? Puisque la politique est au service des droits. Donc d'abord, les droits d'abord, la politique ensuite. C'est un renversement complet qui ne fonctionne pas d'une manière révolutionnaire, mais qui fonctionne par un effet de mentalité souterrain qui change complètement petit à petit les repères. Et c'est ce qui fait que nous sommes dans des sociétés politiques très déboussolées, parce que il y a le discours officiel et des mentalités profondes, inconscientes chez la plupart des gens, qui s'opposent à la structure institutionnelle à l'intérieur de laquelle nous vivons. Et alors, est-ce que ce que l'on nomme les populismes et leur succès, justement, tirent un petit peu ce succès-là de ce déséquilibre qui s'est fait entre droits individuels et souveraineté populaire. Est-ce que c'est une des explications du ressort du succès des populismes ? C'est même, à mon avis, l'explication principale. Prenons un problème très quotidien, celui de la sécurité des personnes. Alors, et du traitement des délinquants ou des criminels. Au nom des droits fondamentaux des individus, on a complètement réformé les procédures pénales et tout simplement la procédure policière d'enquête, etc., pour protéger les droits des délinquants ou des criminels. Ils ont des droits, c'est pas la question de le contester, mais c'est la marge d'appréciation. Il allait de soi, jusqu'à une date tout à fait récente, et ça reste profondément imprimé dans l'esprit des populations, qu'il y avait une autorité publique qui devait combattre la délinquance, le crime, assurer la sécurité des personnes. On voit bien qu'au nom des droits des délinquants ou des criminels, cette capacité publique à réprimer, tout simplement, ou à emprisonner, ou à distribuer des peines, est profondément remise en question, de manière implicite. Là encore, ce ne sont pas des grands discours, c'est une pratique, et une pratique appuyée sur des mentalités. Et le populisme, à l'évidence, est une réaction au nom du droit de la collectivité de réprimer, d'assurer la... Mais ce qui est compliqué, c'est qu'on voit que finalement, c'est une aspiration à la souveraineté populaire, donc une aspiration plutôt démocratique, mais qui se fait quand même, on le voit notamment aux États-Unis, par embardées autoritaires. Donc on est quand même dans une situation compliquée. Parce qu'il y a un danger certain de la souveraineté populaire, c'est de prétendre qu'elle a droit à tout. Oui, c'est ça. Et ça, on le voit. Non, la réponse est non. Non, la réponse est non. Et le vieux problème politique des démocraties est précisément d'assurer l'équilibre entre les droits personnels à protéger et la souveraineté collective. Et c'est ce que nos démocraties ne savent plus faire. Non, elles savent le faire justement par embarder, dans un sens ou dans l'autre. Vous avez d'un côté une pulsion néolibérale qui va jusqu'au mouvement de suppression, la revendication de supprimer la police. On l'a vu aux États-Unis avec le Black Lives Matter. Et de l'autre côté, un autoritarisme au nom de la souveraineté qui, de fait, remet en question l'idée même d'une protection des droits individuels. C'est ça la situation politique dans laquelle on est. On est dans un mécanisme politique déréglé, parce qu'il ne sait plus assurer l'équilibre entre des choses qu'il faut tenir ensemble, mais avec une définition de l'articulation que nous ne savons plus assurer. Et nous avons donc un partage entre un libertarisme extrême, sur le plan des personnels, qui est en même temps antilibéral sur le plan politique quand il s'agit de l'économie. Oui, c'est ça. Ça ne simplifie pas les choses. Non. Les démocraties sont atteintes de confusion mentale, il faut le dire, à cause de ce changement central du statut des droits personnels, ce qu'on appelle banalement dans la vie collective l'individualisme. L'individualisme, c'est pas un phénomène simplement de mentalité ou de psychologie personnelle, c'est un phénomène social qui s'appuie sur cette espèce de culte profond, y compris chez les gens qui sont les plus adversaires de cette idée des droits personnels. Reprenons un mouvement historique qui m'a beaucoup frappé pour ça, les Gilets jaunes. C'était un mouvement
typiquement populiste, au sens tout à fait respectable, où pour moi le populisme est une composante de la démocratie, c'est l'aspiration à la souveraineté collective. Mais, donc, c'était la revendication officielle, mais dans les comportements des gens, c'était en même temps les plus libertaires. Oui. C'est-à-dire des gens qui, l'idée même qu'on puisse s'organiser leur paraissait une folie, et l'idée de désigner des représentants, d'élaborer et d'avoir une sorte de structure qui permette de dialoguer avec les pouvoirs leur paraissait, chacun pour soi, à l'intérieur d'une revendication de souveraineté collective. Ça donne la mesure du niveau de trouble des esprits dans lequel nous sommes. Mais justement, j'allais vous demander, dans cette configuration-là, quel est encore le sens, s'il y en a un, de la notion de gauche et de droite ? Alors, elle est justement, comme on dit, ces notions n'ont plus de sens. C'est faux. Vous demandez aux gens de se classer sur l'échelle des partis politiques, ils savent très bien le faire. Je suis de droite, je suis de gauche. Ils n'ont aucun problème pour se situer. Mais, et c'est là où tout se complique, néanmoins, je suis de gauche, mais je vote à droite. Je suis de gauche, mais je vote aussi à droite. Mais ce n'est pas les mêmes. Il y a un croisement. Une vieille partie de la droite, conservatrice, disons, vote volontiers pour une gauche social-démocrate, on va dire. Social-démocrate, parce que finalement... Et l'inverse est vrai. C'est-à-dire que vous avez tout le monde le sait, une grande partie de l'électorat du Rassemblement national en France et l'ancien électorat de la gauche populaire. De la gauche populaire, la gauche communiste en particulier, qui s'est transférée massivement à ce qu'on appelle l'extrême droite, au sens des positions des gens dans l'hémicycle politique. Et l'inverse est vrai. Vous avez une grande partie... le macronisme est fait du transfert d'une droite libérale vers une gauche molle, disons, pour pas dire social-démocrate, ce qui serait trop dire, parce que, en fait, dans ce contexte-là, la social-démocratie n'existe plus, parce que la social-démocratie, c'était précisément une alliance structurée, organisée, entre souveraineté populaire et droit individuel, traduit notamment dans l'État-providence et la protection des salariés. Et ça a volé en éclats. Et ça a volé en éclats, parce qu'il y a un principe de division. La droite classique, c'était une alliance des libéraux et des conservateurs, mais les conservateurs et les libéraux ne peuvent plus s'entendre, en fait. Et à gauche, de la même façon, la gauche des libertés individuelles, ne s'entend plus avec une gauche sociale qui suppose un poids considérable de l'autorité publique pour assurer la redistribution. Donc tout ça est en train de... Parce que ça ne s'est pas reconfiguré pour autant. À un moment, on a cru qu'il y aurait l'émergence de nouveaux grands blocs, mais... On ne les voit pas vraiment émerger, à part cet affrontement qui rythme beaucoup de sociétés occidentales entre aspiration au droit individuel et aspiration à la souveraineté populaire, les deux ayant parfois des logiques, des mécanismes illibéraux. Et oui, le libertarisme qui peut être de droite sur le plan économique, mais regardez ce libertarisme dont les États-Unis nous offrent un parfait exemple. On a à la fois une revendication de liberté des agents économiques complète, il y a des marchés, des contrats, et le reste ne nous intéresse pas. Mais sur le plan politique, ils sont pour la grosse trique... très autoritaire. Très autoritaire. Et l'inverse est vrai. Vous avez à gauche un libertarisme où tous les droits individuels sont permis. Sont non seulement à encourager, mais à institutionnaliser. Mais sur le plan économique, ils sont autoritaires. C'est-à-dire ils sont pour la redistribution à fond. Ce qui fait qu'on est dans des paysages politiques devenus complètement mouvants et peu déchiffrables. Ça atteint les sociétés occidentales à des degrés très divers, parce qu'il y a des traditions nationales qui sont plus ou moins résistantes, mais on trouve ce phénomène partout. Et alors, je voulais vous interroger sur la question de dépolitisation, qui est une notion qu'on entend énormément dans le débat public et qui peut-être avoir ses malentendus, parce que grosso modo, quand on parle de dépolitisation, on parle d'abstention ou de désintérêt
d'intérêt. Mais c'est un peu plus compliqué que cela à vous lire. C'est quoi la dépolitisation ? C'est d'abord ça, oui, bien sûr. Mais c'est l'arbre qui cache la forêt. La forêt est beaucoup plus épaisse que les quelques arbres qu'on voit à l'entrée. Que le taux d'abstention, on va dire. La vraie dépolitisation, c'est le refus de jouer le jeu de la politique qui consiste, à partir d'une société divisée, contradictoire, faite d'intérêts très divergents, à construire des programmes cohérents qui permettent de définir un calendrier. Oui. Et de trancher par le fait majoritaire. La vraie dépolitisation, c'est le refus de jouer ce jeu, y compris le refus de s'occuper du problème du pouvoir. C'est la revendication de sa cause particulière à l'exclusion de tous les autres. Pour moi, le phénomène typique de la dépolitisation, c'est la fortune du phénomène associatif. Avec toutes les nuances qu'il faut mettre dans l'analyse. Vous avez des causes très particulières, parce qu'il y a des associations pour des motifs importants qui ont une échelle collective, mais vous avez de toutes petites revendications. Et la politique, c'est la revendication de sa cause particulière, de la cause particulière que défend son association. Le reste, on ne veut pas le savoir. Après, du coup, c'est aux gouvernants de se débrouiller. Et c'est d'ailleurs le langage qu'on leur tient. Hein. Ils vous disent, oui, mais c'est compliqué. C'est votre affaire. Nous, ce qu'on veut, c'est ceci, qui est notre point prioritaire. Le reste, c'est à vous de savoir comment l'articuler au reste. Les gouvernants aiment assez bien ça, parce que ça leur laisse beaucoup les mains libres en termes de programme. Sauf qu'ils sont en permanence obligés de rattraper le coup par rapport à tout d'un coup un phénomène qui leur les prend au dépourvu, auquel ils n'avaient pas vraiment pensé, mais auquel il faut immédiatement apporter des satisfactions. Ça donne la scène qui, pour moi, a illustré cette dépolitisation, c'est le grand débat qui a suivi le mouvement des Gilets jaunes, où notre président de la République, avec d'ailleurs beaucoup de talent dans l'exercice, courait à la rencontre de toutes ces causes particulières et promettait à chacun, avec un bagou assez remarquable, des satisfactions qu'il ne pouvait évidemment pas leur apporter. Oui. Et avec la déception qui suit. Donc c'est dépolitisation, revendication radicale, parce que... Oui, c'est ça que j'allais vous dire. C'est que bizarrement, dans une période de dépolitisation, il y a aussi la montée de radicalité. Oui, en fait, ça en découle, c'est parce que la politique ne prend plus en charge le dissensus pour le trancher ? Parce que la politique, c'était forcément une agrégation de problèmes particuliers qu'il faut hiérarchiser, articuler, définir un calendrier de mesures qu'on peut adopter pour satisfaire les unes et les autres. Qu'est-ce qui est pris ? En fait, la question pour la politique, c'est qu'est-ce qui est prioritaire ? Qu'est-ce qui est secondaire ? Qu'est-ce qui va pouvoir se faire immédiatement ? Qu'est-ce qui va demander un calendrier qui peut être très compliqué ? On fait pas, il y a toutes sortes de sujets sur lesquels vous réformez pas l'éducation en 8 jours. Non. Vous la ni même en quelques années, c'est des projets de long cours. Donc, c'est cette hiérarchie-là qui est le cœur de l'activité politique et qui est récusée. C'est-à-dire, tout de suite pour moi, et je veux pas savoir le reste. Donc, ça donne en effet des discours politiques radicaux dans la revendication d'une cause particulière qui ne veut rien savoir de l'ensemble à l'intérieur de laquelle il va falloir lui mettre une place. Bien sûr, mais il y a aussi, c'était ma question, est-ce qu'il y a aussi presque dans les sociétés, dans l'effet dans la façon dont les gens interagissent, la naissance d'une violence parce que justement la politique ne tranche plus nos désaccords par le fait majoritaire et par la négociation aussi, le compromis, on va dire. Nous sommes passés dans des sociétés de marché politique. D'accord. Donc, l'arbitrage, il est celui du nombre de suffrages que votre cause particulière est susceptible de recueillir. Si vous êtes petit, vous êtes écrasé. Si vous arrivez à fédérer un consensus assez large, vous avez l'emporté. Mais c'est un marché fluctuant. Parce que, d'ailleurs, largement gouverné par les émotions collectives. À un moment donné, une cause devient absolument prioritaire, on ne s'occupe que de ça, mais le reste est laissé de côté, et le reste revient à la charge, et moi. Bien sûr.
Et le scrutin roi de ce que vous décrivez, c'est la proportionnelle. C'est intéressant que nous soyons là aujourd'hui en train d'y réfléchir pour la 1000e fois ces 20 dernières années, mais ça correspond à ça, oui. À ce que vous décrivez. Oui, parce que c'est le renoncement à faire des partis qui peuvent parler pour la communauté politique tout entière. C'est ce qu'on appelait les partis majoritaires, classiquement. Les partis majoritaires, c'était des partis qui agrégeait forcément des choses très particulières, des milieux différents. Prenons, il n'y a pas si longtemps, ce qu'était la droite française, c'était d'un côté une France agricole, une France catholique, et puis un patronat internationalisé, et il fallait ajuster tout ça dans un programme à peu près cohérent, où les gens se retrouvaient en acceptant que telle ou telle priorité passe devant la leur. C'est fini. Donc, tout ça a éclaté et vous avez un marché avec des segments, comme on dit dans le jargon des professionnels de la communication, dont il s'agit d'assurer les équilibres relatifs. Donc, qu'est-ce que vous faites comme programme ? Vous prenez la liste de tous ces segments qui ont été établis par les savants de la communication et vous voyez ce qui peut leur plaire. Et donc, vous promettez à tout le monde. Et après, c'est le marché qui assurera le succès de telle ou telle particularité. Vous dites, on parlait de partis majoritaires, on parlait aussi de partis de gouvernement, parce que l'idée était bien de gouverner. Aujourd'hui, il y a cette idée peut-être que la politique est faite plus pour représenter que pour gouverner, alors qu'elle est faite pour les deux, c'est-à-dire à la fois pour représenter, mais aussi pour exercer le pouvoir. Aujourd'hui, on a ce sentiment que c'est cette force de gouverner qui s'est un peu étiolée. Oui, gouverner voulait dire qu'on était capable de définir une ligne directrice, fédératrice à l'échelle collective. Maintenant, les gouvernants ne se contentent pas de représenter, ils arbitrent. Monsieur Lecornu, notre Premier ministre, le dit en substance. Il est là, c'est un commissaire-priseur. Il est là pour assurer la victoire du mieux-disant. Et il n'est plus là pour faire une politique, et encore moins une politique majoritaire. Il n'en a plus les moyens en même temps. Il est majoritaire au Parlement, mais pour lui, l'idée d'une majorité sociale qui serait à l'œuvre dans le pays n'a plus aucun sens. Donc on est dans un jeu politique totalement différent, et en effet, le scrutin proportionnel et l'idée, quand on parle aujourd'hui de compromis, puisque c'est l'idée qui est à la mode chez les partisans du scrutin proportionnel, c'est pas un compromis, c'est un arbitrage. C'est très différent. Entre des causes particulières dont il s'agit d'assurer la coexistence sans que ça corresponde à une orientation collective d'ensemble cohérente. C'est-à-dire, c'est la perte de la cohérence de la politique, en fait, tout simplement. C'est un petit peu embêtant. Ça peut avoir des effets assez désagréables et je crois que les Français commencent à s'en rendre compte. Oui. Alors, il y a une chose qu'on ne peut pas dire de vous, Marcel Gauchet, c'est que vous seriez technocentriste. Vous ne l'êtes pas. D'ailleurs, il est assez peu question, voire pas, je crois, d'Internet, des réseaux sociaux, de l'effet des algorithmes, alors que certains y voient une révolution anthropologique. On interviewait très récemment à l'Express le célèbre psychologue Jonathan Haidt, américain, qui nous disait même que sa plus grande crainte était que la Chine ait raison et qu'il faille aux démocraties libérales une espèce de léviathan central et autoritaire pour réguler les réseaux sociaux et Internet. Qu'est-ce que ce débat autour de réseaux sociaux, algorithmes et démocratie vous inspire ? Alors, il y a deux niveaux dans cette question. Il faut aller voir en amont quelle est la réalité de cette révolution anthropologique qui serait associée aux réseaux sociaux. En général, pour aller vite, parce que c'est un ensemble en fait de choses assez différentes. Mais la révolution anthropologique, elle est d'avant. Et ces réseaux n'ont de poids qu'en fonction du fait que les dispositions des acteurs dont on parlait à propos de cette révolution du droit et du droit individuel lui donnent du sens. Et ils ont un effet, les réseaux,
les techniques numériques en général ont un effet multiplicateur, mais ils ne sont pas la cause. D'accord. Il y a une interaction entre la base sociale et les moyens techniques les moyens techniques amplifient ce qui était déjà à l'œuvre. Et d'ailleurs, c'est une question qu'on peut se poser. On a l'impression que les techniques avancent de façon indépendante. En réalité, elles avancent. Là, on voit bien que le numérique est venu traduire techniquement une révolution intellectuelle, politique. Une aspiration. Et des aspirations individuelles auxquelles elle a donné des instruments. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'y intéresser. Alors, deuxième question, quelle société politique pour néanmoins tenir ensemble, ne disons pas gouverner, oui. ce serait trop dire, cette espèce de nébuleuse qui part dans tous les sens et qui donne en effet une impression de tenir, qui fait que nos sociétés, leur cohérence ne tient plus qu'à un fil. Je crois que c'est faux. D'ailleurs, nos sociétés sont en fait les sociétés les plus intégrées, les plus solides qui aient jamais existé. D'accord. Ah bah alors s'il y a bien une bonne nouvelle. Mais oui, non. C'est pourquoi d'ailleurs la dramatisation ne me paraît pas de saison. C'est pas la bonne manière de faire. On est dans des sociétés. Si on ne voit que les droits individuels, on a l'impression d'une anarchie générale qui part incontrôlable. Mais si on regarde quel est le support pratique de cette révolution des droits personnels, pour aller vite, on s'aperçoit qu'on a un socle extraordinairement puissant. Il a juste un inconvénient que justement notre mentalité individualiste supporte mal, c'est qu'il coûte la moitié de la richesse collective. D'accord. Ce socle, c'est l'État-providence ? C'est un mélange d'État politique, au sens non pas de direction du pays, mais d'assurance de la gestion d'un territoire, d'une temporalité collective, qui fait qu'on est appuyé sur quelque chose de très solide, et qu'on a des moyens. Il faut s'imaginer encore, il y a quelques décennies, ma génération peut en témoigner, on avait une sorte de limite de la capacité des États d'agir. Aujourd'hui, ils ont une capacité d'action extraordinaire. Vous avez une micro-catastrophe locale, immédiatement, c'est vrai, des moyens qui interviennent pour remettre les choses dans l'ordre. On ne se rend pas compte de cette puissance collective, qui est une puissance matérielle. Alors, elle n'est plus une puissance intellectuelle. C'est ça qui nous trouble et qui fait qu'on a l'impression d'un désordre général. Mais oui, il y a un désordre général des esprits, mais sur une base concrète très solide. D'accord. Et c'est pour ça qu'on peut se le permettre aussi. Sinon, ce serait le Far West, quoi. Oui, le Far West. Mais justement, la Chine n'est peut-être pas un bon exemple, parce que précisément, c'est une société en transition. Outre qu'elle possède un parti communiste qui comprend plus de membres, il faut le signaler au passage, que la population française. Hein. C'est vrai. ça veut dire quelque chose, tout de même. C'est une société qui vient d'une très grande pauvreté. Et qui est en ascension à la fois économique et politique nouvelle. Je pense que, si je puis dire, si dans un calcul à moyen terme, il faut laisser les Chinois devenir riches, et le Parti communiste perdra beaucoup de plumes dans l'opération. Mais pour le moment, effectivement, il incarne une sorte de modèle politique qui visiblement tente beaucoup de gens, y compris à l'intérieur du monde occidental. Ce qui est surprenant quand même. Pas vraiment, parce que justement, les élites, par définition, n'aiment pas le désordre. Or, elles veulent contrôler, tout simplement, les opérations, ce qui ne veut pas dire, de manière dictatoriale, imposer des idées ou des conduites aux gens, mais simplement contrôler. Alors, effectivement, la Chine est le modèle d'une société de contrôle, mais je ne pense pas du tout que ce soit un modèle, et je pense ils sont simplement dans une trajectoire historique qui est incomparable avec la nôtre. Nous sommes des rentiers, et eux sont encore animés par l'appât du gain. Ça change évidemment beaucoup les perspectives politiques.
Et alors, on connaît la phrase des évangiles, petit point évangile. L'homme ne se nourrit pas que de pain. L'idée, on la comprend. Si les religions reculent et que les idéologies s'effacent au profit de cette société des individus, qu'est-ce qui prend la place ? Très difficile à dire, évidemment, mais la réponse qui me semble s'imposer est Netflix. C'est-à-dire, je le prends pas comme le nom d'une marque particulière, mais comme le symbole d'une réalité de nos sociétés sur laquelle on ne réfléchit pas assez, qui est l'importance qu'a prise la fiction, au sens le plus large du terme, dans l'esprit de nos contemporains. En fait, les religions, la vie spirituelle, proprement dite, a été remplacée par la vie dans l'imaginaire. On pouvait aussi penser que dans la vie, dans l'expérience religieuse, l'imaginaire jouait un rôle très important. Eh bien, il a trouvé un substitut, qui est la fiction, tout simplement, la représentation de la réalité, dont on peut se demander si cette représentation n'est pas préférée par beaucoup de gens dans nos sociétés à la réalité tout court. Une sorte de fuite. Pas de fuite, d'univers parallèle. Il y a deux mondes. D'un côté, on peut vivre dans une existence tout à fait banale dans la vie de tous les jours. Et de l'autre, on a, sur son téléphone, sur son téléviseur, sur son écran d'ordinateur, une autre vie. L'au-delà, il est ici-bas maintenant, sous la forme des images d'une réalité qui vous est par ailleurs inaccessible. On retrouve quelque chose qui ressemble à de l'expérience religieuse sur un mode tout à fait surprenant, mais qui me paraît visiblement jouer un rôle très important, en tout cas sinon satisfaire totalement les aspirations spirituelles des gens, en tout cas jouer un très grand rôle dans leur vie. D'où l'importance... Des heures quotidiennes. Oui, je sais. Ça, c'est pas simplement une distraction le soir après le boulot. Non, c'est une vie. C'est une vie à part entière. D'où l'importance du soft power culturel, quand même. Capital. Les États-Unis n'ont pas besoin de bombes atomiques, ils ont beaucoup mieux. Ils ont leur soft power culturel. Ouais. Alors, une dernière question qui va sembler bien anecdotique, compte tenu de ce qu'on vient de se dire, mais... une des premières choses peut-être à faire en Europe pour recouvrer une dimension de puissance serait d'arrêter de se penser uniquement comme une structure bureaucratique et abstraite et désincarnée. Et donc, c'est ma question récurrente des billets d'euros. Vous savez, vous avez vous-même des billets d'euros, que sur ces billets, il n'y a que des arches et des ponts qui n'existent pas. Et donc, et il paraît que ça va changer. Donc, nous avons entrepris à l'Express de donner notre petite pierre à l'édifice et de savoir qui peut-on mettre sur ces billets d'euros. Vous, Marcel Gauchet, si vous aviez une figure historique ou personnalité à proposer, mettons, sur les billets de 20 €, laquelle serait-elle ? Alors, je prendrai le billet de 20 € parce que c'est le plus populaire, mais je souligne au passage que cette démarche et votre question n'est pas si innocente et anecdotique qu'elle en a l'air, parce que c'est précisément le retour. Il faut que l'Europe affirme son identité culturelle et historique. L'Europe, c'est pas n'importe quel endroit de la planète. C'est un endroit très précis où s'est passé précisément l'invention de la modernité. Ce qui n'est pas rien, tout de même. En effet. Et la planète est en train de s'européaniser, en réalité, du point de vue culturel. Je ne parle pas du point de vue politique, puisque ce que nous avons inventé devient un bien commun planétaire. Eh bien, je pense, par exemple, je mettrais en avant, très volontiers, Einstein. Parce que qu'est-ce que c'est que l'invention de la modernité ? C'est en particulier, et ça nous touche tous les jours, l'invention de la science. Et c'est par ailleurs un personnage extrêmement sympathique, humainement. C'est un modèle d'humanité et c'est un des plus grands esprits scientifiques de notre histoire. Donc je pense que ça serait bien que tout le monde ait une petite familiarité avec lui. Eh bien écoutez, c'est parfait. Je vous remercie beaucoup, Marcel Gauchet. Merci à vous. Si cet entretien vous a plu, n'hésitez pas à nous suivre et à nous laisser des commentaires sur toutes vos plateformes habituelles de podcast et de vidéos. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau grand entretien.